Bien. Alors, bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux rejoindre les Mardis de l'Insoumission qui sont donc lancés depuis le mois de septembre 2017 et qui sont un peu un objet hybride puisque ces Mardis de l'Insoumission visent à la fois à pratiquer une éducation populaire autour de thématiques plutôt politiques, mais aussi se veulent ou aspirent à être un espace de débat politique qui s'appuie sur l'intervention d'acteurs politiques, syndicaux, universitaires notamment. Alors, je vais d'abord commencer par... enfin, avant de remercier nos invités, je voudrais vous dire que c'est donc une initiative qui est organisée par deux groupes d'action. Groupe d'histoire sociale qui est basé dans le 18e arrondissement et le Spartak du 11e arrondissement. Et que bien entendu, comme il est tradition à la France Insoumise, nous faisons appel aux dons. Oui, déjà, notamment pour l'appel aux dons. Et donc, je vous invite en sortant à apporter votre contribution, mais j'appelle d'ailleurs, j'appelle aussi d'ailleurs tout le monde à nous rejoindre pour l'organisation de chacun de ces mardis de l'insoumission, mais aussi pour ceux de l'année prochaine, hein, puisque on va commencer à travailler dès maintenant sur la future programmation pour l'année prochaine. Alors, je vais remercier donc nos invités, en commençant par Christian Corouge, qui nous vient de loin, qui s'est déplacé quand même de Peugeot, pour nous livrer, pas de Peugeot, pardon, de Sochaux. C'est un peu mais comme je pense qu'il va nous parler, donc, qui est donc une personnalité importante à nos yeux, puisque le thème de ce soir porte sur la grève et la question que nous avons posée sur la question de savoir si cette grève est encore un outil d'émancipation. Donc Christian Corouge, ancien ouvrier métallo, militant syndicaliste, figure ouvrière et syndicale de Peugeot, et qui est aussi dans la tradition des ouvriers intellectuels ou des ouvriers écrivains, quelqu'un qui s'est livré à une réflexion approfondie sur les pratiques militantes, sur la grève et sur la culture ouvrière en usine. Alors, notre camarade Xavier Vignat, donc, qui fait partie du groupe d'histoire sociale GHS 18, historien des mondes ouvriers, spécialiste de la grève, notamment dans la séquence années 60, années 70, et qui, je l'espère, nous livrera donc ses réflexions sur la dimension politique de la grève dans cette période. Clémentine Autain, donc députée de la France Insoumise, qui vient du mouvement Ensemble, et Danielle Simonet, donc oratrice nationale de la France Insoumise, et surtout pour ce soir co-animatrice de l'espace des luttes, puisque la grève fait partie du répertoire des luttes. Alors, je ne vais pas raconter tout ce que j'avais prévu de raconter, parce que ça va être trop long. On a déjà eu donc deux occasions de débattre à partir de l'intervention d'historiens, d'abord sur la révolution russe et la problématique de la rue comme espace de lutte avec François-Xavier Nérard. Le dernier mardi de l'insoumission était consacré à la question de savoir si le capital avait une politique, et c'était donc son prénom m'échappe, Johan Chapoutot, qui est intervenu sur les rapports entre le nazisme et le grand capital. Et donc ce soir, nous avons souhaité consacrer cette discussion sur la question qui nous semble importante de la grève. Donc je vais passer directement la parole plutôt que vous faire mon discours à mon voisin de droite pour qu'il nous dise, si je puis dire, comment il voit la question de la grève aujourd'hui à la lumière de son expérience qui est considérable. Voilà. Oui, juste un mot. D'habitude, dans les conférences d'éducation populaire, c'est les intellos qui font la leçon. Et ce soir, on avait envie de procéder un peu différemment. C'est de nous mettre à l'écoute de ce que Christian Corouge a à raconter.
Christian Courrouge a publié avec Michel Pialou un livre qui est tout à fait remarquable, un livre très important qui s'appelle Résister à la chaîne, dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue. Et ce livre est une des contributions que Christian nous propose. Et c'est quelqu'un, enfin vous allez vous en rendre compte très vite, qui est proprement extraordinaire, vraiment. Alors, évidemment, il n'aime pas qu'on dise comme ça, mais voilà, voilà, sa parole est une parole vraiment rare. Alors, il faut lancer l'orateur. Donc, Christian, tu arrives de Normandie, de Cherbourg. Tu débarques à Peugeot, dans le pays de Montbéliard, à l'automne 68, début 69. Et tu découvres cet univers qui vient de connaître 6 mois avant une grève absolument considérable. Comment tu arrives là-dedans, comment tu t'installes là-dedans, et comment tu parviens assez vite dans la CGT et ailleurs à militer et à mener des actions, résister. Moi, j'arrive au début 69. À l'époque, c'est plus les mêmes sociétés, hein. Les patrons faisaient le tour de France des CET, et quand on avait notre diplôme d'ajusteur ou de mécanique générale, il y avait des recruteurs qui venaient dans les différents CET, donc Renault, Moulinex, Peugeot, Citroën, venaient chercher les jeunes travailleurs pour ravitailler ces chaînes de montage. Et en fait, le discours qu'avait tenu le représentant Peugeot était marrant parce que, enfin, il fait beaucoup rire. 16 km de la Suisse, 80 km de l'Allemagne, 230 km de l'Italie. Quand vous êtes à Cherbourg, là, vous vous dites quand même, on n'hésite pas, on voyage. Donc, plein de copains de ma classe sont partis chez Renault, chez Bouinex, ailleurs. Ils ont tous été virés avec la situation économique qu'on a connue après. Et moi, à Sochaux, donc, je suis arrivé donc, en mars 69. Et en mars 69, quelques temps après, moi, je me suis syndiqué 3 jours après parce qu'à l'époque, il faudrait aussi parler de ce qu'était l'éducation nationale à l'époque. Quand on était en formation jeune ouvrier, ces profs d'atelier avaient été quand même déclencheurs d'un certain nombre de choses, à savoir le discours que tenaient ces profs, c'était directement dans une usine, vous êtes seul, il faut vous syndiquer pour être plusieurs. Si vous êtes un groupe, le patron, il donne quelque chose. Si vous êtes tout seul, il ne donne rien. C'était un peu le langage de l'éducation nationale dans les CET à l'époque. Ça a beaucoup changé. Maintenant, on apprend plus aux mecs à faire des CV plutôt qu'à bosser. Bon, c'est tout à fait devenu autre chose. Mais nous, on rentrait dans ces conditions-là. Moi, 3 jours après, j'ai trouvé un délégué CGT, je me suis syndiqué. Et puis, il arrive les commémorations du mois de mai, c'était un an après mai 68. Sochaux, c'est un endroit particulier en France. On en parle peu, on va peut-être en parler un peu davantage maintenant. Mais quand même, quand on parle de 68, quand les patrons sont attaqués vraiment par rapport à leur propriété, ça devient différent. En une journée, le 11 juin 68, il y a 2 morts et 152 blessés. C'est une violence patronale qui est là, qui est présente. Et le souvenir de l'usine, moi, quand je suis arrivé, tout le monde vivait avec ce souvenir. Et la première scène qui m'a vraiment marqué, c'est donc à cet anniversaire, quand on voit 15 000 mecs arriver dans les allées de l'usine en bleu de travail qui sortent de l'emboutissage de fonderies noires, de graisse et de copeaux et qui défilent dans les allées de l'usine, et on n'a qu'une seule envie, hein, c'est de se joindre à eux, hein, c'est pas de rester tout seul à bosser. Hein. Et donc l'usine s'arrête. C'est comme ça les démarches. Et puis ensuite, on milite et puis on s'aperçoit, enfin moi je m'aperçois rapidement, il y a un décalage profond entre tous ces jeunes travailleurs. Il ne faut pas oublier que Sochaux, c'est la plus grande usine de France, c'était 44 000 personnes. C'est quand même énorme, 44 000 personnes. On a du mal à s'imaginer qu'une usine puisse avoir autant de personnel et de gens différents. C'est aussi l'arrivée massive de l'émigration. C'est 3 000 Yougoslaves, 2 500 Turcs. Marocains, il y a 4 000 Marocains. Je veux dire, c'est une entrée massive pour casser, justement. À un moment donné, les patrons ont réfléchi autrement, à savoir il fallait mettre beaucoup de travailleurs émigrés sur les chaînes de montage pour casser un peu les mouvements revendicatifs qu'on pouvait organiser. Donc c'est un truc fait en connaissance de cause, politique, avec tout ce que ça comporte, puisqu'il n'y avait pas encore, le rapprochement familial. Donc tous ces jeunes travailleurs, en fait sur 45 000, on était 12 000 jeunes travailleurs de moins de 25 ans.
68 était passé par là avec tout ce que ça comporte au niveau des mœurs, au niveau des choses dans la réflexion. Ce qu'on voulait surtout, c'était changer la société. Il y a une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que contrairement à maintenant, quand on rentrait dans une usine à 18 ans ou à 17 ans et demi, c'était pas une fatalité en soi. Moi, je ne dis pas qu'on était bien, mais dans le collectif, on s'y retrouvait. On n'était pas là pour comment dire, pour être diminué, pour être atteint physiquement ou moralement. On se disait, nous, nos parents n'ont pas réussi à faire changer les choses, mais on arrivera à les faire changer. C'était l'esprit qui nous animait. Donc on n'avait pas ce genre de soucis particuliers. Nous, on changera les choses. Et on vivait comme ça. Et ça a duré jusqu'aux années 80 de vivre comme ça. Après, il y a eu une grande répression patronale. Et donc, ce mélange entre jeunes travailleurs émigrés, jeunes travailleurs français, ont fait qu'il s'est déclenché un certain nombre de choses, d'expériences et de revendications très différentes. Nous, dans l'automobile, par exemple, où je travaillais en chaîne, on s'était vite aperçu avec des copains que ça n'allait pas, notre plateforme revendicative ne pouvait pas coller. Laisser les techniciens, les ingénieurs, même les ouvriers professionnels s'occuper du bonheur des OS en chaîne, c'est une hérésie. Quelque part, c'est les gens qui sont sur les postes de montage qui savent le mieux comment changer les choses et ce qu'il faudrait pour améliorer les choses. Que leurs conditions de travail s'améliorent, mais leur carrière s'améliore. Il ne faut pas oublier qu'un ouvrier professionnel dans une usine ou un technicien peut évoluer, P1, P2, P3, ou un technicien T1, T2, T3. Un OS reste un OS. Un ouvrier spécialisé. Et souvent un OS qui finit à 155 points en 69, 70, finit quand il est malade et usé à 55 ans, finit à 145 points. Il régresse. Et notre combat donc, chez les OS, ça a été de dire il nous faut une protection sociale différente parce qu'il y a l'usure des corps, il y a l'usure des articulations, mais en plus, il est anormal que ces gens qui ont un cerveau, on arrive à les gérer d'une telle façon que c'est plat, leur carrière est complètement plate. Donc un déroulement de carrière. Et c'est là qu'on s'est mis à travailler avec des copains de chez Renault, de Citroën, etc., pour établir des plateformes revendicatives, travailler autrement. On appelait ça, je ne sais pas si vous vous rappelez des fameuses formules à l'époque, c'était par exemple Volvo qui construisait des voitures en dehors de chaîne. C'était des expériences qui étaient faites, on appelait ça les postes élargis, les postes enrichis. Ça veut dire que sur les chaînes de montage, ce qu'il faut éviter, c'est que les gens travaillent moins d'une minute par bagnole. La tentation des patrons pour rentabiliser, c'est de travailler moins d'une minute par bagnole. Comme ça, les séquentiels sont très forts et la productivité est très forte. Et nous, notre opinion, c'est qu'il fallait passer 3-4 minutes par bagnole, responsabiliser les gens, que les gens aient le temps de se refaire une santé mentale au niveau du cerveau. Ces gens-là ont un cerveau, il ne s'est peut-être pas beaucoup développé parce que scolairement, il y a des lacunes. Ceci étant dit, des gens réfléchissent, on des combines, travaillent différemment. Et c'est ça qu'il fallait mettre en forme, et c'est ce qu'on a fait. Et tout mon combat, moi, syndical, jusqu'aux années 80, était celui-là par rapport aux OS. Alors, comment tu milites? Concrètement, comment tu milites dans ton atelier et dans la boîte? Alors, dans l'atelier, d'une façon normale, parce que je me trouve élu avec une dérogation à moins de 21 ans comme élu, mais en même temps, c'est souvent des rapports de copinage avec les copains. On a le même âge, on a les mêmes trucs, on joue au foot ensemble, enfin on fait des conneries à l'extérieur le soir, voilà, et donc il y a une espèce de copinage, des réseaux de solidarité qui se mettent en place le long des chaînes. À l'époque, c'était assez simple. Quand il y avait à l'heure actuelle, c'est plus possible. L'arrivée de l'informatique a changé toutes ces usines. À l'époque, il y avait un chef d'équipe qui était souvent un vieil ivrogne, ancien militaire reconverti, ancien d'Algérie. Souvent, ils aimaient bien, Peugeot aimait bien beaucoup les sous-officiers d'Algérie. Il aimait bien pour dresser un peu, c'était bien. Et donc, les gars étaient quand même très... quand il y avait une anomalie faite sur un secteur ou sur un poste de travail ou une malfaçon sur une bagnole, il y avait un avertissement qui tombait. Et le chef d'équipe gribouillait un mot en disant tel a fait ça, etc. Et notre boulot syndical, c'était presque tous les jours d'aller voir un peu le cahier où le mec qui notait ses réclamations. Il disait si jamais demain tu continues à aller au bureau avec tes papiers, demain on ne travaille pas, on se met en grève. Et c'était systématique. Et donc le chef d'équipe ne faisait jamais ça. L'introduction de l'informatique a coupé, a court-circuité tous
ces rapports de force qu'il pouvait y avoir. Et c'est là toute la difficulté des conflits actuellement. C'est parce que les gens sont complètement individualisés dans leur propre poste de travail et n'ont aucune, comment dire, de soutien ou de réseau de solidarité autour. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Et puis jusqu'aux années 74, c'est un grand tournant. Le CNPF et Peugeot, donc les grands patrons, décident que ça commence à aller, les gauchistes, tous les cons là, qui font le bordel un peu dans leur usine, il faut reprendre un peu les choses en main, et ils décident de durcir. Ça veut dire que la moindre anomalie, une prise de parole dans un réfectoire, une distribution de tracts, c'est un jour à pied, systématique. Et on finit par avoir, je sais pas moi, dans ma vie, dans cette période-là, je crois que c'est 92 jours à pied en 10 ans, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, c'est une position très dure, où on commence à convoquer les copains qui bossent à côté de nous pour leur dire il ne faut plus causer avec, il a la CGT, donc on commence la mise en marche. C'est les accords du CNPF de 74, c'est François Sérac qui tire les enseignements de la grève de 68 en 74. Et donc, toute cette politique se met en place et elle va durer longtemps. Elle va durer à peu près jusqu'aux années 80-81. Mon camarade Philippe Marchaud, qui était délégué CGT, finit par se tirer une balle dans la tête parce que justement, c'était des jours à pied, 2 jours à pied par semaine. C'est le genre de truc qu'on a vécu. En même temps, Peugeot avait institué les milices patronales. Peugeot, ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait aussi les gros bras. Ça veut dire qu'on était suivi à chaque fois qu'on distribuait un tract. On était raccompagné par des nervis qui nous amenaient de l'usine jusqu'à notre domicile et qui nous raccompagnaient pour savoir ce qu'on faisait. Le samedi, le dimanche, on était contrôlés. C'était tout ça aussi. C'était un système Peugeot qui a existé aussi chez Michelin, chez Citroën, un peu moins chez Renault, encore que c'est pas si simple. Et voilà. Mais c'était quand même des trucs très durs, jusqu'à une violence, où les couleurs d'affiches, par exemple, la barre en 73, il y a un copain qui est resté diminué complètement, 26 points de suture, les bras cassés, fracture du crâne, etc. Donc 1 an d'hôpital, etc. Donc des situations très dures, très fascisantes, pratiquement de la part des patrons à l'époque. Et en 81, il arrive Mitterrand. Et donc, pour nous, sur les chaînes de montage, on se dit, bon, bah là, ça suffit, il est temps quand même de passer ailleurs. Avant 81, par rapport aux femmes, puisque tu es là, je vais en parler, parce qu'on avait aussi... Non, parce que sur les chaînes de montage, il se passe un truc aussi. Il y a eu une embauche de femmes qui était très importante dans les années 75-76. À cette époque-là, les voitures étaient petites, étaient basses. C'était la 204, la 304, des voitures basses. Et pour coller les joints aux portes, Peugeot pratiquait une espèce d'eugénisme qui consistait à embaucher des femmes de petite taille. On les appelait les naines. Elles faisaient à peu près 1,52 m pour être à la hauteur des joints de portière. Et il y en a une cinquantaine qui ont été embauchées comme ça, mais au fur et à mesure de l'évolution des techniques et de la hauteur des bagnoles, il a fallu que ces femmes travaillent jusqu'à la retraite en travaillant sur des tabourets pour continuer à atteindre le haut des voitures. Voilà ce que ça amène, une espèce de délire patronal ou une réflexion mal faite du début jusqu'à la fin. Et ces genres de revendications. Et pour combattre ça, on a décidé avec un groupe de copains et de copines de faire passer les femmes majoritaires dans notre section syndicale. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que ça se fasse par l'effet des choses, on s'est dit il n'y a qu'une solution, c'est d'arriver à mettre les femmes majoritaires dans la section syndicale. Ça, c'était en 76, où on a décidé de se retirer de nos mandats et de les laisser, en contrôlant la situation, mais en même temps en favorisant justement ça. Non, mais en contrôlant parce qu'on était à la direction syndicale, donc c'était des choix aussi très politiques à un moment donné de le faire. Mais c'est pas évident de mettre des délégués du personnel sur des chaînes de montage et de leur dire allez-y. C'est pas si simple que ça. Il y a quand même un apprentissage, il y a quand même un savoir-faire qui n'est pas non plus inné, ça ne vient pas comme ça. Il y a une expérience à acquérir. Après, elles ont volé de leurs propres ailes, c'était pas le souci. Et donc, c'est des choix très, très politiques qui allaient contre les directions syndicales, s'ils ne voulaient pas en entendre parler. Ni les partis politiques à l'époque, ils nous aimaient bien, on était très respectables. Mais tout d'un coup, on se disait, ça ne peut pas aller, il faut fonctionner autrement. Donc, c'était déjà des tentatives de bouleverser un peu l'ordre des choses établies et de dire, non, ça ne peut pas aller, il faut qu'on remédie à ça, et donc provoquer une situation. Donc, ce qui s'est fait. Si je vous racontais qu'en 72 et à 73, quand j'étais délégué CGT, je travaillais dans un atelier où il y avait beaucoup de personnel féminin. La loi sur l'avortement n'était pas votée. Quand vous êtes jeune délégué, que des nanas viennent vous voir en disant « je suis enceinte, qu'est-ce que tu peux faire ?» Oui, ça pose un problème. Donc on a monté des IMLAC à l'époque, pour l'avortement. Mais en dehors de la CGT et du PC, puisqu'ils n'étaient pas d'accord. Donc on se trouvait mandaté, on pratiquait les avortements en étant en fermant notre gueule, quoi. Voilà.
Et donc tout ça, ça a évolué. Donc on voit bien que c'est des caractéristiques aussi de groupes humains très différents, où les luttes peuvent se développer parce qu'il y a des contacts très humains, très comment dire, très amicaux, très différents. Ce n'est pas simplement un point de vue d'intérêt, c'est aussi un point de vue de vie, d'espoir que ça change. Et 81, quand ça arrive, il y a un immense espoir. On se dit, on y va. Et on y va pour 3 semaines de grève. Dans ces 3 semaines, c'est des situations compliquées. Je veux dire, on se trouve avec 4000 grévistes tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait de 4000 grévistes? Alors au début, parce qu'on est un peu con, hein, nous, comme ouvriers, hein, on n'a pas fait de théâtre, maintenant on parle facilement, mais à l'époque, monter sur une plateforme à l'usine avec 4000 becs en dessous et prendre la parole sans sono, sans micro, sans rien, parce qu'on n'avait rien, qui monte? Donc on prenait des techniciens, des gens qui parlaient bien, qui ont un beau vocabulaire, auquel on ne comprend rien. Hein, parce que souvent, on ne comprend rien. Je veux dire, ça commence par un truc et ça finit par un autre, mais nos revendications, elles ne sont pas dedans. Et puis brutalement, ben, les copains poussent, et puis ils disent, non, ben, ça suffit, maintenant, faut y aller, quoi. Et puis un jour, ça se déclenche. Et c'est ça le truc de la grève. C'est qu'à un moment donné, il y a un déclencheur, mais qui n'est pas un déclencheur uniquement revendicatif. C'est un déclencheur qui est plus grand. On se dépasse. On va plus loin, parce qu'on a l'impression que c'est important de le faire une fois dans sa vie, oser gueuler, oser dire que ça ne va pas, oser dire qu'on n'a pas voté Mitterrand pour arriver à ce que Auroux nous foute les 39 heures sans aucune embauche. Ça veut dire que quand vous êtes technicien, vous avez un quart d'heure de moins par jour, quand vous êtes ouvrier professionnel, vous avez un quart d'heure de moins par jour, mais quand vous êtes OS, vous avez bien un quart d'heure de moins par jour, mais vu qu'il n'y a personne d'embauché, on finit par faire le nombre de bagnoles. Ça veut dire que l'heure qu'Auroux nous a donnée, c'est nous qu'on se l'est payé. C'est ça que ça veut dire les 39 heures. Pour nous, en chaîne. En fait, il y a eu un coup d'accélérateur à la chaîne. En 39 heures, on faisait autant de bagnoles qu'en 40. Voilà. Alors, on n'a pas perdu de fric, on faisait le même nombre de bagnoles. Alors, les autres, toutes les catégories sociales étaient bien concernées, sauf nous. Et Aubry a essayé de nous refaire la même avec les 35. Et on a dit, non, on n'est pas d'accord. Martine joue au docteur, Martine Léa, on a tous lu, il fait des pâtés de sable, mais Martine nous fait les 35 heures, ça, je ne l'avais pas vu. Et voilà, non, mais parce que c'est toujours un peu la même histoire qui se répète. C'est facile quand on est au-dessus, on décrète un truc, et puis on se dit, ah bah ça va négocier. Mais ça négocie juste avec des rapports de force, donc ceux qui ont les plus grandes gueules, ça va. Pendant toute une période, quand les rapports de force étaient favorables, aussi bien dans les charbonnages qu'à la SNCF, etc., pouvait y avoir une émanation du bas qui aille jusqu'au... Mais ça fait longtemps que c'est fini, ça. Ça fait longtemps qu'à un moment donné, les copains qui vont négocier, négocient pour l'intérêt collectif. Mais souvent, à l'heure actuelle, par exemple, si on parle des hôtels en grève, des restaurants en grève, tous ces intérêts qu'ont ces travailleurs dans les hôtels, etc., qui en parlent, il y en a quelques-uns qui en parlent, mais si peu, ce n'est pas des revendications défendables. Et pourtant, c'est bien celles-là qui sont défendables. C'est pourtant celles-là qu'il faudrait se ancrer dessus. Ces gens qui n'ont pas le droit à l'expression, qui n'ont pas le droit à une tribune, qui ne savent pas comment poser les problèmes et qui passent complètement inaperçus, les mecs du McDo, etc. Et c'est pourtant bien. Les OS, c'était pareil à l'époque. Et en 81, donc, il arrive ce conflit qui dure 3 semaines avec des demandes de licenciement. Peugeot demande mon licenciement, Auroux le refuse, un camarade. Un camarade, après avoir fait les 39 heures, il refuse le licenciement. Un copain, quoi. Et donc, on continue comme ça. Et Peugeot me fout 15 jours à pied. Et les négociations se terminent en carrosserie, donc à Sochaux, avec 2 copains à pied, donc moi puis François Vidalba, où on négocie avec les copains qui sont restés à l'intérieur par téléphone. C'est 81, et le PC nous dit à l'époque qu'il était en alliance avec le PS. Un jour, on rentre à l'usine et commence à y avoir des gens qui voulaient occuper, faire autre chose, etc. Et le PC nous arrache les micros, les solos, et nous dit, bon, c'est fini, quoi. Vous rentrez au boulot, vous fermez votre gueule. Voilà, c'est comme ça, 81. Après, il y a Talbot, Aulnay qui rentre dans la lutte avec la même plateforme revendicative que nous, puisque c'est moi qui leur avais passé, donc se battre sur les mêmes revendications, et ça va un peu mieux. Mais le premier conflit de 80, c'était ça. Et c'est des trucs très durs de se bagarrer avec les camarades, entre ceux qui sont plus responsables, entre guillemets, qui disent bon, nos gouvernements ne vont pas faire de conneries. Et puis nous, on avait la dalle, et surtout, pas que faim, on avait surtout l'envie de changer dans nos têtes, changer le travail. Parce que finalement, est-ce que c'est... si je peux, moi, guère que discuter que de l'automobile,
Mais est-ce que c'est bien normal de continuer à fabriquer des voitures de cette façon-là, actuellement? Est-ce que c'est normal d'obliger les gens à travailler la nuit pour fabriquer des bagnoles? Est-ce que le client ne peut pas attendre 3 jours? Est-ce que c'est normal de les faire travailler le dimanche pour fabriquer des saloperies de bagnoles qui vont tomber en panne 2 ans après ou 3 ans après? Je ne sais pas, mais on est dans une aberration économique qu'à un moment donné, il faudra peut-être bien reprendre les choses à l'endroit. Est-ce que c'est normal de savoir qu'une usine comme Sochaux, où on était à 45 000, finit par faire le même nombre de bagnoles maintenant à 8 000 ouvriers, dont une majorité d'intérimaires? Parce que c'est quand même le fond du problème. Où on en est là? Est-ce qu'on entend beaucoup de gens qui parlent de ce genre de situation? Alors on parle que le travail intérim, machin, oui, on en parle. Mais de dire des chiffres comme ça, c'est effarant quand même que l'industrie automobile en France soit constituée uniquement d'intérimaires, de gens jetables. Alors ça veut dire que quand on intérim, vu que la productivité est très forte avec l'entrée de la robotique, ça veut dire que le robot qui aurait dû soulager finit par avoir un truc très contraire. Par exemple, si je prends les robots de l'emboutissage, avant, les mecs, ils se faisaient chier sur les presses et s'appuyaient sur des boutons. C'était une situation tout à fait anormale et dégueulasse. Donc, on a mis des presses automatisées. Sauf qu'il faut quelqu'un pour mettre le bout de tôle sous la presse et quelqu'un pour la renlever. Elle est un mec qui le fait. Hein. Et puis l'autre, il arrive depuis ici le robot. Comme un con. Voilà, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Mais voilà, c'est ça aussi la robotique. Il ne faut pas croire que c'est le monde des bisounours. Il faut bien que quelqu'un alimente le robot, quelqu'un qui sort les bagnoles. Donc voilà, plus ça va vite, et plus les gens qui sont encore sur les chaînes vont vite. Alors la dégradation, elle existe là. En mettant des intérims, vu que l'automobile va sûrement pas forcément disparaître, mais garder que le haut de gamme et va partir dans d'autres pays pour les fabriquer, et il est sûr que pour régler son problème, Peugeot a intérêt à avoir que des intérims le jour où ça se passe. Voilà, pour les virer proprement. Mais ces gars qui se sont abîmés le corps pendant des années de contrats répétitifs, etc., des horaires de boulot à la con, etc., la malbouffe, etc., à un moment donné, quand on est CDI, on a la médecine du travail, on a les maladies professionnelles, on a une reconnaissance par rapport aux ennuis qu'on peut avoir physiquement quand on arrive à la cinquantaine. Or, quand on est intérim, on est viré. Et puis, il n'y a rien. Donc, les histoires d'amiante, les histoires de pollution, de solvants, de cancer à l'estomac avec les peintures, etc. On ne parle plus. Ces intérims vont crever. Mais en connaissant lucidement, je dirais, tout le monde accepte ce genre de situation. Voilà des situations improbables. Et puis le troisième volet que je voulais, enfin je ne sais pas si j'en suis au troisième d'ailleurs, ou le quatrième, mais le truc que je voulais développer, c'est qu'une grève, ça emmène d'autres choses, ça emmène d'autres besoins. Ça veut dire que dans ce collectif de grévistes, sur 4000 grévistes par exemple de 80, mais de 10 000 en 89, il se forment des collectifs. Et dans ces collectifs-là, il émerge des gens qui prennent la parole, qui ont envie d'autre chose, qui apprennent à relire, à revoir les choses autrement. Et c'est toute cette vie-là qui se redéveloppe. Et l'important de la grève, il y a la signification de la grève, les gens qui avancent ensemble sur un mouvement pour avoir des revendications, d'accord. Mais il y a toutes ces émergences de personnalités qui, jusqu'à maintenant, étaient bien enfouies en eux-mêmes, etc., et tout d'un coup explosent. Et les gens, ça les transforme, une grève. Je me rappelle du conflit de 89 parce qu'il a duré 7 semaines. 7 semaines, c'est long. Moi, je suis parti en retraite en 2011. Et jusqu'en 2011, et encore maintenant, ça se pratique, tous ceux qui n'avaient pas fait grève en 2009, en 1989, on mettait jamais de fric. Alors, il y a des gens qui appellent ça des quêtes. On appelle ça des collectes. Hein, on fait toujours le rapport. L'église, les quêtes, les usines, les collectes. Hein. C'est quand même très différent. Pour leur pot de départ en retraite, et jusqu'à moi, je suis parti en 2011, jamais aucun gréviste n'a mis 1 euro pour un gars qui n'avait pas fait grève. Les solidarités existent, par contre, quand il était gréviste, on donne. Il n'a pas été gréviste, il peut crever. C'est tranché, et ça depuis 1989, je dirais. Et moi, je suis parti en 2011, donc ça dure longtemps, ces choses. Hein. C'est dans la mémoire, et c'est ça qu'il faut faire vivre. Alors, le problème maintenant, dans ces usines, c'est comment transmettre. Parce que ce qu'on a connu, nous, notre histoire, toutes ces choses qui ont été faites, à un moment donné, l'industrie automobile a ça de particulier. C'est qu'il y a des périodes d'embauche, et puis pendant 10 ans, il n'embauche plus personne. Donc voilà, on ne transmet à personne pendant 10 ans. Ni le savoir-faire, d'ailleurs, par rapport aux bagnoles, ni l'histoire sociale. Et voilà, donc ça donne des déserts, une déshérence. Et puis tout d'un coup, on voit ces gosses arriver avec des bacs pro qui ne connaissent pas beaucoup l'histoire sociale, qui n'ont pas envie de se mêler aux vieux groupes ouvriers, un peu alcoolo, un peu crade, un peu anard, qui ne croient pas en grand-chose, à part d'insulter les chefs et puis les gros. Mais c'est vrai, ça existe, hein, c'est comme ça. Et puis, ils se mettent de côté, ils se disent « Ah ouais, mais moi j'ai quand même mon bac, quand même, je suis un peu moins con qu'eux. Il faut quand même que je me tienne à peu près droit pour avoir une espèce de carrière professionnelle. » Et donc,
Ces gamins-là qu'on voit nous arriver, souvent, moi j'en ai formé un, donc il arrive avec un bac pro. Moi j'étais taulier, il a 1 an de formation avec moi. La première année, il ne dit rien. La deuxième année, il fait un peu son taf. La troisième année, il fait son taf. Puis la troisième année, ben, il vient vers nous. Il nous dit, bon, bah écoutez, je suis quand même mieux avec vous, hein, parce que je me fais chier avec les autres. Hein, je n'ai pas rampé toute ma vie pour rien avoir. Voilà, on voit bien les enjeux, mais en même temps, la tentation est forte, d'après leur formation professionnelle, parce que les enjeux sont considérables pour lui, de ne pas ressembler à leur père, de quitter cet environnement ouvrier, d'essayer de s'élever, etc., parce qu'il connaît la misère, il connaît tous ces tracas journaliers, et il n'a pas envie de vivre ça, et il met très longtemps avant de récupérer une espèce de filiation. Et nous, on a beaucoup de mal à transmettre là-dedans. Mais c'est pour ça qu'on fait des efforts. Donc moi, je viens de passer un bouquin, un recueil sur le centenaire de l'usine, par exemple, qu'on s'oblige à faire. Il y a aussi ces films des groupes Edvenkin. Il y a aussi l'anniversaire de 68 sur lequel on travaille, où on refait des montages, justement, mais pas des expos. Non, on veut faire une vraie barricade à Sochaux. Voilà. On veut avoir 12 chiottes alignées pour aller voir baisser notre froc, chier dessus et puis dire nous on chie sur Macron et sa société. On veut provoquer la situation jusqu'au bout. On ne veut pas aller faire un machin d'anciens combattants avec un bouquet de fleurs en disant mort au combat. Non, on n'a pas envie de ça, nous. Non, non. On a envie de dire non, 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 non. Notre espoir et notre vie, tout le sens de notre vie, ça a été qu'un truc de rêve peut-être, d'utopie peut-être, mais assurément un truc réel. Et on veut continuer à le développer jusqu'à la fin. On ne veut pas en bouffer que la moitié. C'est le sens de notre vie. Non, non, mais voilà. Merci Christian. On va pas rebondir sur un propos historien là-dessus. Je crois que c'est pas intéressant. Il me semble que un des intérêts de l'intervention de Christian, c'est justement ce lien constant qu'il a fait entre le passé et le présent. En quoi les grèves ouvrières, en quoi les techniques militantes forgées, transmises par les militants eux-mêmes, entre militants, comment ce savoir-faire, comment ces traditions-là, elles peuvent circuler, elles peuvent interroger les pratiques aujourd'hui. Comment une des questions à laquelle je songeais ces dernières semaines à propos des grèves dans la logistique en particulier. Chez Amazon en Italie au mois de décembre, ils ont fait grève juste avant Noël. Donc évidemment le choix du moment, on ne part pas en grève à n'importe quel moment, on part en grève quand on peut, mais aussi quand on peut affaiblir le plus le patron. Et donc, et comment on peut utiliser l'organisation du travail pour la retourner contre le patron. Bon. Et là, il y a tout un savoir-faire ouvrier qui a été créé par les militants eux-mêmes et qui doit circuler parce que je pense que c'est vraiment des outils, ce sont des armes pour tous les salariés d'aujourd'hui et pas simplement dans l'industrie, dans les services, dans la fonction publique, etc., etc. Et là, il y a des choses qui doivent circuler.